Pendant que je me rétablissais à l'hôpital, ma mère s'est introduite par effraction dans mon appartement et a tout vendu, même mes photos d'enfance. Ils ont dit à mon propriétaire que j'étais mort et m'ont complètement coupé les ponts. C'était il y a 3 ans. Ce matin à 5 heures du matin, mon frère m'a appelé en pleurant. Maman est à l'hôpital. Papa s'effondre. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. S'il te plaît. Fais que ça s'arrête. Mon nom est Emily Carter et j'avais 25 ans lorsque j'ai appris que quelqu'un pouvait voler toute votre vie, sans jamais toucher votre corps. Je venais d'être libéré de l'hôpital, après une intervention chirurgicale d'urgence. Encore si faible que marcher de la voiture à la porte de mon appartement me semblait traverser un terrain de football. Je me souviens de tenir le mur d'une main et mes papiers de sortie de l'autre. Pensant que tout ce que je voulais était mon propre lit, ma propre couverture. Et le calme du premier appartement que j'avais payé seul. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de couverture, il n'y avait presque rien du tout. Mon salon ressemblait à un appartement témoin, après que les meubles aient été retirés. Mon bureau de travail personnalisé avait disparu. Mon ordinateur avait disparu. La tablette que j'utilisais pour les designs de clients avait disparu. Le canapé que j'avais économisé 6 mois pour acheter avait disparu. Mon placard était vide. Même les assiettes de cuisine bon marché que j'avais achetées en solde manquaient. Pendant une seconde, je me suis honnêtement demandé si j'avais ouvert la mauvaise porte, car mon cerveau refusait d'accepter que cet espace creux dépouillé était le mien. Puis j'ai vu le rectangle pâle sur le mur, là où mon cadre photo d'enfance était accroché, et mon estomac s'est noué, plus fort qu'à l'hôpital. Le petit médaillon en argent que ma grand-mère m'avait laissé. Les lettres qu'elle avait gardées des années 1950, les vieilles photos de famille que j'avais protégées à travers chaque déménagement. Tout avait disparu. J'ai appelé ma mère, les mains tremblantes. Elle a répondu comme si elle attendait. Quand j'ai demandé ce qui était arrivé à mon appartement, elle a ri. Et a dit, « Emily, tu jouais à l'indépendante. J'ai juste nettoyé la fantaisie. » Puis elle m'a dit qu'ils avaient déjà vendu la majeure partie. Mon ordinateur portable, mes meubles, mes vêtements, même la boîte avec mes photos d'enfance. Quand j'ai exigé de savoir comment ils s'en étaient tirés, elle a dit qu'ils avaient dit à mon propriétaire que j'étais morte de complications chirurgicales. Quand j'ai essayé de la rappeler, j'étais bloqué. Partout. 3 ans plus tard, mon téléphone a sonné à 5 heures du matin et mon frère pleurait si fort que je le comprenais à peine. Tout ce qu'il ne cessait de dire, c'était « Maman est à l'hôpital. Papa. » Crac. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. S'il te plaît, Emily, arrête ça. Avant de vous dire pourquoi ces avocats appelaient et pourquoi je n'ai rien arrêté, dites-moi ceci. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage, car ce qui s'est passé après cet appel téléphonique a prouvé une chose que je n'oublierai jamais. Certaines personnes n'appellent ça « famille » que lorsqu'elles ont besoin que vous pardonniez ce qu'elles ont choisi de détruire. La première nuit où j'ai dormi sur le canapé de Nora Bennett, je n'arrêtais pas de me réveiller parce que je croyais entendre la porte de mon appartement s'ouvrir. Mon corps luttait encore contre l'infection, mes poings tiraient chaque fois que je m'asseyais. Trop vite. Et j'avais un sac d'hôpital en plastique avec mes papiers de sortie, mon chargeur de téléphone, et les vêtements que je portais lorsque je m'étais effondré pour la première fois. C'était tout ce que je possédais cette nuit-là. Tout le reste avait été vendu, jeté ou emporté de mon appartement par les 2 personnes qui me disaient qu'elles ne voulaient que mon bien. Nora répétait que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais, mais je pouvais voir l'inquiétude sur son visage. Lorsque j'ai essayé de me connecter à des comptes clients depuis mon téléphone, et que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. J'étais une rendue architecturale freelance. Mon travail dépendait de logiciels puissants, de fichiers clients, de dossiers de projets, de factures, de contrats, de brouillons de conception,
et de sauvegarde. Mon ordinateur n'était pas juste un ordinateur. C'était mon revenu. C'était ma réputation. C'était des mois de délai, de nuits tardives, et de confiance que j'avais bâti avec des clients qui n'avaient jamais fait attention à mon drame familial, jusqu'à ce que, soudain, leurs projets disparaissent avec mes disques durs volés. La première semaine après mon retour de l'hôpital, j'ai perdu 3 clients. L'un d'eux a été gentil et m'a dit de me concentrer sur ma santé. Un autre a dit qu'il comprenait, mais qu'il avait besoin de quelqu'un de fiable. Le troisième n'a jamais répondu après que j'ai expliqué ce qui s'était passé. Je ne pouvais même pas le blâmer. De l'extérieur, cela semblait fou. Ma mère est entrée par effraction dans mon appartement pendant que j'étais à l'hôpital, a vendu mes affaires, et a dit à mon propriétaire que j'étais morte. Qui dit ça et s'attend à être cru? Puis les messages ont commencé à arriver d'eux. Personne à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Une cousine m'a envoyé un SMS disant « Émilie, c'est vraiment toi ». J'ai regardé cela pendant près d'une minute entière avant de répondre. Elle m'a appelé immédiatement, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer, et m'a demandé pourquoi ma mère avait annoncé mon décès. C'est ainsi que j'ai découvert que le mensonge était plus grand que mon appartement. Mes parents avaient dit à des proches, à de vieux amis de la famille et à la moitié de leur quartier que j'étais morte de complications chirurgicales soudaines. Ils ont dit qu'ils étaient dévastés. Ils ont dit que ma mort avait été inattendue. Ils ont dit qu'ils essayaient de rester forts tout en traitant une perte insupportable. La même mère qui avait ri au téléphone avait publié une vieille photo de moi, datant du lycée, avec une légende expliquant qu'aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Le même père qui avait aidé à vendre mon équipement de travail acceptait des cartes de condoléances de voisins qui le croyaient en deuil. Leur groupe de quartier chic leur envoyait des repas. Une femme de leur cercle caritatif a organisé une petite collecte commémorative pour les aider avec les dépenses. Les gens leur donnaient de l'argent parce qu'ils croyaient que j'étais morte. Je me souviens d'être assise sur le canapé de Nora, portant toujours le jogging qu'elle m'avait prêté, faisant défiler les captures d'écran envoyées par ma cousine, et sentant quelque chose en moi se figer complètement. Il y avait des commentaires de personnes disant qu'elles priaient pour mes parents. Il y avait de petits émojis en forme de cœur. Il y avait des gens qui me qualifiaient de belle âme. Il y avait des gens qui disaient que mes parents étaient si courageux. J'étais vivante, fauchée, faible, et je dormais sous une couverture empruntée, tandis qu'eux étaient nourris et réconfortés pour une mort qu'ils avaient inventée. Lorsque j'ai essayé de contacter directement des proches, certains m'ont cru immédiatement. Certains ont paniqué. Certains m'ont accusé d'être cruel, de faire semblant d'être Émilie, si Émilie était vraiment partie. Puis l'histoire a changé. Une fois que les gens ont commencé à poser des questions, mes parents leur ont dit que j'étais vivante, mais instable. Ils ont dit que le chagrin les avait rendus confus. Ils ont dit que j'avais toujours été difficile et dramatique. Ils ont dit que j'avais abandonné la famille et que je les harcelais maintenant, parce que je voulais de l'attention. En une semaine, je suis passé de morte à instable, puis à cupide, selon la version qui les arrangeait le plus. Nora m'a regardé imprimer des captures d'écran à la bibliothèque, car je n'avais plus d'ordinateur. Elle m'a ramené à mon appartement pour que je puisse prendre des photos des pièces vides. Le propriétaire semblait vouloir que le sol l'engloutisse quand je suis apparue, vivante. Il a admis que mes parents lui avaient dit que j'étais morte. Ils avaient mon double de clés. Ils avaient des copies de dossiers hospitaliers, car ils figuraient comme contact d'urgence depuis des années. Ils lui ont dit qu'il devait vider l'appartement rapidement, car regarder mes affaires était trop douloureux. Il les a crus, car les gens normaux ne mentent pas sur la mort de leur fille, juste pour voler un canapé et un ordinateur portable. J'ai demandé des nouvelles de ma caution. Il a dit que la situation du bail
était compliqué maintenant. Je suis parti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Pendant 3 mois, j'ai tout reconstruit à partir de rien. Nora m'a donné la moitié de son placard. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion qui pouvait à peine faire fonctionner mon logiciel de conception. J'ai pris de petits boulots, en dessous de mes compétences, car j'avais besoin d'argent. J'ai mangé bon marché et j'ai fait la liste de tout ce qu'ils avaient pris. Les choses chères faisaient mal. L'ordinateur, la tablette, les meubles, les vêtements. Mais les choses auxquelles je revenais sans cesse étaient celles que l'argent ne pourrait jamais remplacer, le médaillon en argent de ma grand-mère. Ces lettres manuscrites, les vieilles photographies de moi bébé. Celles que j'avais conservées après chaque déménagement parce qu'elles étaient la preuve que j'avais existé, avant que mes parents ne fassent de moi une histoire qu'ils pouvaient vendre. C'est là que ma colère a changé. Elle n'était plus brûlante. Elle ne me faisait plus trembler. Elle est devenue froide, concentrée et permanente. J'ai arrêté de demander pourquoi il l'avait fait. J'ai commencé à demander comment le prouver. Le rapport de police ne s'est pas déroulé comme les gens pensent que cela devrait se passer dans des histoires comme celle-ci. Je suis entré au poste avec des dossiers hospitaliers, des photos de mon appartement vide, des captures d'écran des publications de ma mère, et une liste de biens volés si longue qu'elle ressemblait à une feuille d'inventaire d'une entreprise de déménagement. Je pensais qu'une fois que j'aurais expliqué que j'étais en convalescence après une intervention chirurgicale d'urgence pendant que mes parents vidaient mon appartement et vendaient tout ce que je possédais, quelqu'un dirait « oui. C'est un vol ». Au lieu de cela, l'officier a écouté, a pris des notes et n'a cessé de poser les mêmes types de questions. Vos parents avaient-ils une clé? Les aviez-vous déjà autorisés à entrer auparavant? Certains articles étaient-ils des cadeaux de leur part? Y aurait-il pu y avoir un malentendu? Je répétais la même chose. Un malentendu n'explique pas d'avoir dit à mon propriétaire que j'étais morte. Un malentendu n'explique pas d'avoir vendu le médaillon de ma grand-mère. Un malentendu n'explique pas de m'avoir bloqué partout après que j'ai demandé la restitution de mes affaires. Il n'a pas dit qu'il les croyait. Il n'a pas dit qu'il me croyait. Il a dit que cela pourrait être une affaire civile, car ils avaient accès à l'appartement, et parce que la propriété devrait être prouvée article par article. Je suis parti avec un numéro de rapport et le sentiment nauséeux que mes parents avaient choisi le type de cruauté parfait, pas celui qui est traité rapidement, mais celui qui est enfoui dans la paperasse, pendant que tout le monde vous dit de vous calmer. C'est Nora qui a trouvé l'avocat. Son nom n'était pas important pour moi au début. Ce qui comptait, c'est qu'il a regardé mon dossier, a écouté toute l'histoire sans m'interrompre, puis a dit, il comptait sur le fait que vous seriez trop fatigué pour vous battre. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un comprenait. Il m'a expliqué que le côté criminel pourrait être lent ou incertain, mais que le tribunal civil était différent. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient pris mes biens, les avaient vendus sans permission, avaient nui à mes revenus, et avaient utilisé des mensonges pour obtenir un accès et de l'argent de sympathie, nous avions une affaire. Ce ne serait pas rapide. Ce ne serait pas propre, et cela coûterait de l'argent que je n'avais pas. Nora m'a prêté la compte. J'ai pleuré quand elle l'a fait, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'après des mois d'être traité comme un problème, quelqu'un était prêt à parier sur ma vérité. Le procès a duré presque 2 ans. 2 ans où mes parents ont essayé de transformer le vol en préoccupation. 2 ans où ils ont dit qu'ils croyaient que je spiralais et que j'avais besoin d'une intervention. 2 ans où ils ont prétendu n'avoir retiré des choses que parce qu'ils pensaient que je rentrerais là où j'appartenais. Ma mère a dit que certains objets étaient des biens familiaux. Mon père a dit que j'avais été irresponsable avec l'argent et qu'ils essayaient de me protéger de moi-même. Leur avocat a essayé de suggérer que, parce que j'étais hospitalisé,
ma mémoire de ce que je possédais pourrait être peu fiable. Je me souviens d'avoir lu cette ligne dans l'un des documents et d'avoir ri si fort que je ne ressentais plus rien. Ils ne se défendaient pas seulement. Ils essayaient encore de m'effacer. Seulement maintenant ils le faisaient en langage juridique. Mais j'avais des reçus. J'avais des relevés bancaires prouvant que j'avais acheté mon propre bureau, mon propre canapé, mes propres appareils électroniques, mon propre équipement de conception. J'avais des photos de mon appartement de la semaine précédant l'opération, car j'avais pris des photos de portfolio dans mon espace de travail. J'avais des emails de clients faisant référence à des fichiers stockés sur mes disques durs. J'avais la déclaration écrite du propriétaire confirmant que mes parents lui avaient dit que j'étais décédé de complications. J'avais des captures d'écran d'annonces en ligne où ma mère vendait mes meubles en lot. Un acheteur a même répondu à mon avocat et a confirmé qu'il avait acheté une boîte de vieilles photos et de bijoux dans le cadre de ce que ma mère appelait un débarras de succession. Un débarras de succession. Cette expression m'est restée. J'avais 25 ans et j'étais vivante, et ma mère avait vendu mon enfance comme s'il s'agissait d'une succession. Nora a fait une déclaration, décrivant comment elle m'avait ramené de l'hôpital et m'avait vu ouvrir la porte d'un appartement vide. Elle a décrit ma pâleur, comment je n'arrêtais pas de dire « mes photos ont disparu. Mes photos ont disparu ». Comme si mon cerveau ne pouvait pas passer outre ce fait unique. Mes parents la détestaient pour ça. Ma mère l'a qualifiée d'influence extérieure. Mon père a dit qu'elle m'avait rempli la tête de colère. C'était leur astuce préférée. Quiconque me croyait devait me manipuler. Quiconque les défiait devait avoir de mauvaises intentions. Le tribunal n'a pas accordé autant d'importance à leur performance qu'il l'espérait. Le juge s'intéressait aux documents, aux dates, aux reçus, aux contradictions. Pourquoi avait-il dit au propriétaire que j'étais morte, si c'était une intervention familiale? Pourquoi avait-il vendu mon équipement, s'il protégeait mon avenir? Pourquoi avait-il accepté de l'argent commémoratif, s'il savait que j'étais vivante? Pourquoi m'avait-il bloqué au lieu de me rendre quoi que ce soit? Ma mère a pleuré au tribunal. Mon père semblait offensé que les pleurs ne suffisent pas. Quand le jugement est tombé, je l'ai lu 3 fois avant de le comprendre pleinement. J'avais gagné 41 600 $. Valeur des biens, manque à gagner, dommages émotionnels, et une partie de mes frais de justice. Ce n'était pas assez pour remplacer le médaillon. Ce n'était pas assez pour ramener les photographies. Ce n'était pas assez pour me rendre les mois passés à bâtir une vie sur un canapé emprunté. Mais c'était officiel. C'était écrit par quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas charmer. Ils ont fait appel, bien sûr. Ils ont dit que le montant était injuste. Ils ont dit que le tribunal avait mal compris leurs intentions. Ils ont dit que je les punissais au lieu de chercher une résolution. Ils ont perdu. Lorsque l'appel a échoué et que le jugement est devenu définitif. Je n'ai pas célébré. Je me suis assise à mon petit bureau d'occasion, j'ai posé l'ordonnance du tribunal à côté de l'unique photo scannée de ma grand-mère qui me restait, et j'ai murmuré, maintenant, on encaisse. Ce que les gens ne comprennent pas à propos de la vengeance, c'est que le moment le plus bruyant est rarement le plus important. Mes parents s'attendaient à ce que je crie. Ils s'attendaient à ce que je profère des menaces, que je me présente chez eux, que je pleure devant des proches, et que je leur donne l'occasion de me dépeindre comme instable. Je ne leur ai pas donné cela. Pendant 3 ans, je suis devenue silencieuse d'une manière qui mettait les gens mal à l'aise. J'ai créé des dossiers. J'ai créé des chronologies. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, chaque message, chaque publication où il simulait le deuil d'une fille qu'il savait vivante. J'ai demandé des copies de mes dossiers médicaux. J'ai obtenu une déclaration complète de mon propriétaire. J'ai conservé les documents du tribunal dans des
Enveloppes étiquetées. J'ai noté les noms des personnes qui avaient fait des dons à la collecte commémorative et les noms des personnes à qui on avait raconté différentes versions de ma mort. Puis j'ai commencé à réparer les dégâts, une personne à la fois. Je n'ai pas envoyé d'essais émotionnels. J'ai envoyé des preuves à ma tante. J'ai envoyé les dates d'admission et de sortie de l'hôpital. À ma cousine, j'ai envoyé le jugement. À une vieille amie de la famille, j'ai envoyé la capture d'écran de la publication commémorative de ma mère, à côté de la data, laquelle elle avait mis mon bureau en vente en ligne. Certaines personnes se sont excusées immédiatement. Certaines sont restées silencieuses, car le silence était plus facile que d'admettre qu'elles avaient contribué à répandre un mensonge. Certaines personnes ont dit qu'elles me croyaient, mais voulaient quand même que je tourne la page. C'était celle qui l'entendait d'une manière différente. Elle ne niait pas ce qui s'était passé. Elle voulait juste que la vérité soit moins gênante. Mes parents vivaient dans une grande maison à North Hills. Le genre avec un aménagement paysager parfait, des couronnes saisonnières, et un îlot de cuisine assez grand pour organiser les brunchs que ma mère adorait. Publié en ligne. Cette maison comptait pour eux plus que presque tout. Ce n'était pas seulement là où ils vivaient. C'était leur costume. Elle disait au quartier qu'ils étaient prospères, stables, généreux, respectés. Mon père travaillait dans le prêt hypothécaire, donc l'image faisait partie de son métier. Ma mère oscillait entre les comités caritatifs, les événements des propriétaires et les halls d'achat en ligne qu'elle prétendait être des investissements de bon goût. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient déjà en difficulté avant de me voler. Cartes de crédit saturées, paiements hypothécaires en retard, embarras privés. Cachés derrière des sourires publics. Mon appartement avait été une solution rapide pour obtenir de l'argent, enveloppé dans une fausse tragédie. Une fois le jugement devenu définitif, mon avocat m'a demandé si je voulais discuter d'un accord. J'ai dit non. Mes parents n'avaient pas payé $1. Ils avaient ignoré le jugement de la même manière qu'ils avaient ignoré mes appels depuis l'appartement vide. Alors, nous avons commencé l'exécution. Une hypothèque a été placée sur leur maison. Le salaire de mon père a été saisi. Leurs comptes bancaires ont été bloqués par des voies légales. Soudain, les conséquences n'étaient plus émotionnelles. Elles étaient financières, publiques, et impossibles à expliquer. L'employeur de mon père a découvert la vérité. Le conseil d'administration de l'association des propriétaires a entendu des rumeurs. Des voisins qui avaient contribué à la collecte commémorative ont commencé à demander pourquoi une fille qu'ils avaient pleuré percevait maintenant un jugement contre ses propres parents. C'était ça. Les mensonges. Ils étaient faciles quand tout le monde était triste et que personne ne demandait de documents. Ils sont devenus beaucoup plus difficiles lorsque les ordonnances du tribunal sont arrivées. Puis un matin à 5 heures, mon téléphone a sonné d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli laisser le message aller sur la boîte vocale. Quelque chose m'a fait répondre. Au début, je n'ai entendu que des respirations et des pleurs. Puis mon frère a prononcé mon nom. Ethan. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 ans. Pas une seule fois après l'hôpital. Pas une seule fois après l'appartement vide. Pas une seule fois après qu'il ait vu nos parents me transformer en fantôme. Il sanglotait si fort que les mots sortaient brisés. Maman est à l'hôpital. Papa est en train de perdre la tête. Les avocats n'arrêtent pas d'appeler. La banque a rappelé. Des gens du quartier veulent leur argent. Émilie, s'il te plaît, arrête ça. Je me suis assise dans mon lit. Complètement éveillée maintenant. Je lui ai demandé ce qu'il voulait que j'arrête. Il a dit la saisie sur salaire, les appels, les questions. L'humiliation. Il a dit que ma mère avait eu une crise de panique si grave que mon père avait appelé une ambulance.
Il a dit que mon père n'avait pas dormi. Il a dit que la maison était en difficulté. Il a dit que tout le monde les blâmait. Puis sa voix a changé. Il a dit, tu nous détruis. Pendant une seconde, j'ai revu mon ancien appartement. J'ai vu les carrés nets sur le tapis où les meubles étaient autrefois. J'ai vu l'endroit vide sur ma commode où avait été le médaillon de ma grand-mère. J'ai entendu ma mère rire et dire que je jouais à l'indépendante. Ethan continuait de pleurer au téléphone, attendant que je le réconforte. Au lieu de cela, je lui ai posé une seule question. Les as-tu aidés à sortir mes affaires? La ligne est restée silencieuse. Ce silence m'en a dit plus que n'importe quelle réponse n'aurait pu le faire. Il a murmuré qu'il ne savait pas ce qui se passait à l'époque. Il a dit qu'il était confus. Il a dit qu'il pensait que nos parents s'en occupaient. Je lui ai dit que je le rappellerai et j'ai raccroché. Je n'ai pas rappelé. Ni ce matin-là. Ni après. 6 autres appels manqués. Ni après les messages vocaux. Ils avaient passé 3 ans à dire aux gens que j'étais morte. Maintenant, ils apprenaient à quel point les morts pouvaient être patients lorsqu'ils revenaient avec des papiers. J'ai attendu 4 jours avant d'accepter d'aller chez mes parents. Pas parce que j'avais peur. Pas parce que j'avais besoin de temps pour me calmer. J'ai attendu. Parce qu'ils m'avaient fait attendre 3 ans pour des comptes à rendre, et je voulais qu'ils comprennent que cette conversation aurait lieu selon mon emploi du temps, pas le leur. Quand je suis arrivé dans l'allée ce samedi après-midi, la maison ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, et rien à la vérité. La pelouse était tondue. Le porche avait des jardinières assorties. Il y avait une couronne de bon goût sur la porte, le genre que ma mère aurait décrit comme discret, mais cher. De l'extérieur, elle ressemblait toujours à la maison de gens qui avaient tout sous contrôle. Ethan a ouvert la porte avant que je frappe. Il avait l'air plus mince, épuisé et en colère, comme les gens le deviennent quand ils veulent de la sympathie, mais non, ils ne l'ont pas mérité. Il a commencé à parler immédiatement. Maman est à la maison maintenant. Papa fonctionne à peine. Tu dois les écouter. Ce ne sont pas des monstres. Je suis passé devant lui et suis entré dans le salon. Mes parents étaient assis sur le canapé, mais ils n'étaient pas seuls. 2 personnes de leur cercle de quartier étaient là, une femme avec qui ma mère organisait des déjeuners de charité, et un homme qui avait siégé avec mon père au comité des finances de l'association des propriétaires. J'ai presque ri. Ils n'avaient pas invité de témoins pour la vérité. Ils avaient invité un public pour leur performance. Mon père s'est levé le premier et a dit qu'il pensait qu'il serait utile d'avoir des personnes neutres présentes, afin que tout le monde puisse avancer vers la guérison. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien de neutre chez des gens qui avaient fait un don à un fonds commémoratif pour une femme bien vivante, debout devant eux. La femme a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'avait pas tout dit à ces gens. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Il a dit que cette famille avait suffisamment souffert et que, même si des erreurs avaient été commises, traîner les choses devant les avocats ne ferait que créer plus de douleur. Je lui ai demandé de quelle erreur il parlait. Était-ce d'ouvrir mon appartement pendant que je me remettais d'une opération? Était-ce de vendre mon équipement de travail? Était-ce de dire au propriétaire que j'étais morte? Était-ce d'accepter de l'argent de voisins qui pensaient aider avec les frais de deuil? La pièce est devenue très silencieuse. L'homme de l'association des propriétaires a bougé sur sa chaise. Ma mère a finalement commencé à pleurer. Elle a dit que je ne comprendrais jamais la pression sous laquelle elle avait été. Elle a dit que les factures s'accumulaient. Les commissions de mon père avaient ralenti et elle avait tellement essayé d'empêcher l'image de la famille de s'effondrer. Elle a dit que les achats en ligne étaient devenus incontrôlables, parce que
Chaque événement, chaque dîner, chaque rassemblement de quartier venait avec des attentes. Elle a dit qu'elle avait pris une décision terrible pendant une période terrifiante. Je lui ai dit qu'une décision terrible, c'est d'acheter quelque chose que l'on ne peut pas se permettre. Ce qu'elle a fait a demandé de la planification. Cela a demandé une clé. Cela a demandé un camion. Cela a demandé en ligne. Cela a demandé un mensonge sur ma mort. Cela a demandé de bloquer mon numéro. Après que j'ai supplié de récupérer mes affaires. Elle a tressailli quand j'ai dit « supplier ». Et j'en étais contente. Mon père a dit qu'ils étaient prêts à arranger les choses de manière réaliste. Il a dit que le jugement était impossible. Il a dit que si je continuais à l'exécuter, il pourrait perdre la maison. Il a dit que nous pourrions peut-être convenir de réduire le montant, de suspendre la saisie sur salaire, et de trouver un arrangement familial privé. J'ai demandé s'il parlait du genre d'arrangement familial privé où ils prennent tout et je reste silencieuse pour qu'ils puissent garder leur maison. Il a dit que je tordais ses mots. J'ai dit non. Je l'ai répété enfin clairement. Puis je me suis tourné vers Ethan. Je lui ai demandé de nouveau ce que je lui avais demandé au téléphone. Les as-tu aidés à emporter mes affaires? Il a commencé à pleurer avant de répondre. Il a dit qu'il avait aidé à décharger des cartons dans le garage. Il a dit qu'il avait vu mon bureau, ma chaise, mes vêtements dans des sacs poubelles, mon équipement et la petite boîte en bois de ma commode. Il a dit qu'il avait demandé s'il devait la garder, car elle avait l'air personnelle. Ma mère lui a dit non. Tout devait disparaître. Il a dit qu'il avait 23 ans et qu'il avait peur de les défier. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Je lui ai dit qu'il était assez vieux pour connaître la différence entre aider et cacher. Il a dit qu'il pensait que c'était peut-être une sorte d'intervention. J'ai demandé quel genre d'intervention vend un médaillon en argent avec les lettres d'une femme morte à l'intérieur. Personne n'a répondu. C'était le schéma de toute la conversation. Ils avaient des explications jusqu'à ce que je demande des détails. Ils avaient des larmes jusqu'à ce que je nomme des actions. Ils avaient des valeurs familiales jusqu'à ce que l'argent soit mentionné. Ma mère a dit, je suis toujours ta mère. J'ai dit, tu es devenue une étrangère quand tu as dit aux gens que j'étais morte. La femme du quartier a finalement parlé. Sa voix était calme. Elle a demandé à ma mère si la collecte commémorative était basée sur un mensonge. Ma mère a dit que c'était compliqué. Ce seul mot a fait plus de dégâts que tout ce que j'aurais pu dire. Compliqué signifiait oui. Compliqué signifiait les repas de sympathie, les cartes, l'argent, le deuil public. Tout cela avait été construit sur la fraude. Mon père m'a dit que je les humiliais. Je lui ai dit que je ne les humiliais pas. Je refusais de les aider à se cacher. Quand je suis sorti, Ethan m'a suivi jusqu'à l'allée. Il a dit qu'il s'effondrait. Il a dit que maman était malade. Il a dit que papa pourrait perdre son poste. Il a dit que les gens se retournaient contre eux. Je lui ai demandé où était son inquiétude quand je dormais sur le canapé de Nora avec un pull emprunté et sans moyen de travailler. Il s'est essuyé le visage et a dit qu'il était désolé. Je lui ai dit que désolé est ce que les gens disent quand la vérité leur coûte quelque chose. La responsabilisation est ce qu'ils font avant cela. Puis je suis monté dans ma voiture et les ai laissés debout dans l'allée de la maison qu'ils avaient choisie à ma place. Après cette rencontre, la machine familiale s'est mise en marche. Non pas la partie de la famille qui avait pris de mes nouvelles après l'opération. Pas la partie qui m'avait offert un endroit où rester quand je n'avais rien. L'autre partie. La partie qui ne se réveille que lorsque les conséquences atteignent les personnes qui contrôlent habituellement l'histoire. Ma tante Valérie a appelé la première
Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle croyait que ce qui s'était passé était terrible, mais que je devais penser à la situation dans son ensemble. Je lui ai demandé quelle situation dans son ensemble incluait la vente de mes photos d'enfance. Elle a soupiré comme si j'étais difficile et a dit que personne ne défendait ce qu'ils avaient fait. Ils voulaient juste une solution qui ne détruisit pas toute la famille. Puis mon oncle Marc a appelé et a dit que les tribunaux n'étaient pas l'endroit pour les blessures familiales. Je lui ai dit que les maisons familiales n'étaient pas non plus l'endroit pour les biens volés. Mais nous en étions là. Ma cousine Paige a envoyé un long message me demandant si j'avais vraiment besoin du montant total, ou si j'essayais simplement de les punir. J'ai tapé 3 réponses différentes et les ai toutes supprimées. Finalement, je lui ai envoyé le jugement et la photo de mon appartement vide. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand elle l'a fait, tout ce qu'elle a dit, c'est « je ne savais pas que c'était si grave ». C'est devenu le thème. Tout le monde en savait juste assez pour avoir une opinion, et pas assez pour avoir honte. Mes parents avaient commencé à admettre une version plus douce de la vérité. Ils ont dit qu'ils avaient commis des erreurs. Ils ont dit qu'ils avaient mal géré mon appartement. Ils ont dit que le chagrin, la peur et les problèmes d'argent avaient obscurci leur jugement. Ils ont dit que j'avais gagné au tribunal et que maintenant je refusais de laisser la famille guérir. C'était brillant de la manière la plus laide. Ils ne niaient plus tout. Ils admettaient juste assez pour avoir l'air humble, tout en me faisant passer pour cruel, pour avoir continué à faire appliquer le jugement. C'est à Thanksgiving que ça a explosé. Valérie a invité tout le monde. Et m'a dit que ça me ferait du bien de retrouver ma famille. Elle ne m'a pas dit que mes parents seraient là. Quand je suis entré dans sa salle à manger et que je les ai vus assis sur le canapé, j'ai failli faire demi-tour immédiatement. Ethan était à côté d'eux, pâle et tendu. Mon père semblait plus vieux, mais pas désolé. Ma mère semblait fragile, d'une manière que je savais qu'elle avait choisi avec soin. Un pull doux, pas de maquillage. Des mains tremblantes autour d'une tasse de thé. La pièce est devenue silencieuse quand je suis entré, ce qui m'a dit que tout le monde attendait que le spectacle commence. Le dîner n'avait même pas commencé. Que Marc a suggéré que nous nous asseyions tous et parlions avec le cœur. J'ai dit que je n'avais aucun intérêt à une séance de thérapie familiale surprise. Mon père s'est levé quand même. Il a dit qu'il voulait s'excuser publiquement. Il a dit que ma mère et lui avaient été soumis à une pression financière extrême. Et avaient pris des décisions qu'il regrettait profondément. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me faire autant de mal. Je lui ai demandé quelle décision. Il a cligné des yeux. J'ai dit, dis-les. Il a dit, ils ont pris certaines de mes affaires. J'ai dit, vous avez vidé mon appartement pendant que j'étais à l'hôpital. Il a dit, oui, ça. J'ai demandé s'il regrettait d'avoir dit à mon propriétaire que j'étais morte. Il a dit, c'était un terrible malentendu. J'ai demandé qui avait mal compris mon pouls. Personne n'a ri. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne pourrait pas survivre à être attaquée comme ça éternellement. Elle a dit qu'elle s'était excusée. J'ai dit qu'elle s'était excusée d'être sous pression, pas de ce qu'elle avait fait. Elle a dit que je voulais qu'elle rampe. J'ai dit que je voulais qu'elle dise la vérité sans l'enjoliver. Puis j'ai posé la question de l'argent du mémorial. Devant tout le monde. La pièce a changé. Certains parents n'avaient pas été au courant de cette partie. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ma mère a dit que les gens avaient donné par gentillesse et qu'ils ne l'avaient jamais demandé. J'ai dit qu'ils avaient accepté de l'argent pour une fille morte qui était vivante et suppliait de récupérer ses affaires. Ethan a frappé la table du plat de la main et a dit que j'étais impossible. Il a dit que toutes les personnes dans cette pièce essayaient d'aller de l'avant et que je voulais du sang. Je
les regarder et j'ai dit, non, je voulais 41 600 $, ce qui était le chiffre qu'un tribunal avait attribué à ce qu'ils avaient volé. Valérie a essayé de suggérer un plan de paiement, peut-être un petit montant mensuel pour montrer leur bonne foi. Je lui ai demandé de calculer combien de temps cela prendrait à 50 $ par mois. Elle a baissé les yeux. Marc a dit que la famille comptait plus que l'argent. J'ai dit que c'était étrange, car quand mes parents avaient besoin d'argent, la famille était la première chose qu'ils vendaient. Cela a mis fin au dîner avant qu'il ne commence. Ma mère sanglotait. Mon père m'a dit que j'étais devenue vindicative. Ethan m'a traité d'égoïste. Je suis parti avant le dessert et quand je suis rentré, mon téléphone était plein de messages. Certains disaient que j'avais gâché Thanksgiving. Certains disaient qu'ils comprenaient enfin. Certains disaient qu'ils ne savaient plus qui croire. Mais en dehors de la famille, les dégâts s'accéléraient. Le quartier a découvert l'existence du fonds commémoratif. Les personnes qui avaient livré des repas ont commencé à poser des questions. Quelqu'un a posté dans le groupe privé de l'association des propriétaires des informations sur le jugement du tribunal. Le comité de bienfaisance a discrètement retiré ma mère. Mon père a été prié de démissionner du conseil d'administration après que des personnes se soient interrogées sur la manière dont un homme sous saisie sur salaire et impliqué dans un scandale de fraude pouvait superviser les finances de la communauté. Ses clients ont également commencé à entendre des rumeurs. Dans le prêt hypothécaire, la confiance est une monnaie, et la sienne disparaissait rapidement. La maison était déjà en retard. La saisie a rendu le refinancement presque impossible. La saisie sur salaire a rendu le rattrapage plus difficile. Les frais de justice ont épuisé ce qui leur restait. Ethan a rappelé et a dit qu'ils allaient tout perdre. Il a dit que si j'avais une once de compassion, j'arrêterais. Je lui ai dit que la compassion sans responsabilité n'est que permission. Il a dit que je déchirais la famille. J'ai dit non. Je refusais de maintenir ensemble un mensonge qui m'avait blessé pendant 3 ans. Tout le monde me demandait de sauver la famille, mais personne ne pouvait expliquer pourquoi sauver la famille signifiait protéger les personnes qui l'avaient détruite. La saisie est devenue définitive au début du printemps. Ethan m'a envoyé un long message la veille de leur départ, me disant que c'était ma dernière chance de faire ce qui était juste. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller de bien. Il a dit que maman dormait à peine. Il a dit que papa ressemblait à un homme brisé. Il a dit, si je les laissais perdre la maison, je devrais vivre avec ça pour toujours. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à North Hills et me suis garé de l'autre côté de la rue, en face de la maison que mes parents traitaient comme la preuve qu'ils étaient meilleurs que tout le monde. Il y avait un camion de location dans l'allée. Pas de déménageur, juste un camion. Bon marché et une pile de cartons affaissés près du garage. Mon père portait des lampes. Ma mère se tenait sur le porche, les bras croisés sur la poitrine, fixant la cour comme si elle attendait qu'elle s'excuse. Ethan m'a vu en premier. Il a posé la boîte qu'il tenait et s'est dirigé vers ma voiture. Son visage était déjà tordu de colère. Il a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit la vérité. Je voulais voir ça. Il a dit que je venais me réjouir. Peut-être qu'une partie de moi le faisait. Je ne prétendrai pas être plus gracieuse que je ne l'étais. 3 ans plus tôt. J'étais debout au milieu d'un appartement vide avec du ruban adhésif d'hôpital encore sur mon bras, et personne de ma famille n'était venu voir ce qu'il m'avait fait. Alors oui, je voulais voir la maison vide. Je voulais voir la vie qu'ils avaient protégée avec mes biens volés s'effondrer sous son propre poids. Mon père a descendu l'allée lentement. Il semblait plus vieux, plus petit, et furieux, mais avoir l'air vaincu ne le rendait pas
Innocent. Il a dit, êtes-vous satisfaite maintenant? J'ai dit, pas avec. L'argent? Non. Il a dit, il n'y avait pas d'argent. La faillite gérait ce qu'elle gérait et le reste était parti. Ils avaient perdu la maison. Ils avaient perdu des amis. Ils avaient perdu leur position. Il a demandé ce que je voulais de plus. Je lui ai dit que je voulais qu'il arrête d'agir comme si la saisie était quelque chose que je lui avais fait, au lieu de quelque chose qu'il avait construit mensonge par mensonge. Ma mère est descendue les marches alors. Sa voix était calme au début. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus. Elle a dit que la fille qu'elle avait élevée ne se réjouirait jamais de voir ses parents souffrir. J'ai dit que la fille qu'elle avait élevée était rentrée de l'hôpital et avait découvert que sa mère avait vendu sa vie en morceaux. Elle a dit que j'étais cruel. J'ai dit, vous avez dit aux gens que j'étais morte. Elle a détourné le regard. C'est le plus proche qu'elle ait jamais été de la honte. Ethan a commencé à crier que j'avais tout détruit. Il a dit qu'il avait perdu des amis. Il a dit que la famille se parlait à peine. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je le punissais pour quelque chose que nos parents avaient fait. Je lui ai rappelé qu'il avait aidé à décharger mes affaires dans leur garage. Je lui ai rappelé qu'il avait vu la boîte de ma grand-mère et n'avait rien dit. Je lui ai rappelé qu'il était resté silencieux pendant 3 ans et ne m'avait appelé que lorsque les conséquences avaient atteint sa chambre. Il a dit que je ne comprenais pas ce que c'était de vivre sous leur pression. J'ai dit qu'il ne comprenait pas ce que c'était d'être effacé par des personnes censées vous protéger. Mon père m'a dit de partir. Avant de le faire, j'ai regardé la maison une dernière fois. Le porche parfait, les fenêtres vides, les voisins faisant semblant de ne pas regarder. Pendant des années, cette maison avait été leur scène. Chaque fête, chaque réunion caritative, chaque photo polie, chaque mensonge souriant y avait été joué. Maintenant, ce n'était plus qu'une autre propriété que la banque voulait récupérer. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres, 2 villes plus loin. Ma mère a trouvé un emploi de vendeuse à temps partiel dans un magasin de décoration intérieure, ce qui semblait presque poétique, compte tenu du nombre de jolies choses qu'elle avait achetées pour cacher une vie laide. Mon père a pris un travail moins bien rémunéré, après l'effondrement de sa réputation dans le secteur du prêt. Les gens du quartier ont cessé de les inviter nulle part. Certains voulaient encore récupérer leur argent du mémorial. D'autres voulaient simplement prendre leur distance avec l'embarras. Ethan a emménagé avec un ami pendant un certain temps et m'a bruyamment blâmé, à quiconque voulait l'écouter. La famille s'est divisée d'une manière qui ne guérira probablement jamais complètement. Valérie et Marc pensent que je suis allé trop loin. Paige s'est excusée des mois plus tard et a admis qu'elle avait laissé l'inconfort l'emporter sur la vérité. Ma grand-mère Hélène m'appelle toutes les quelques semaines. Elle dit qu'elle est fière de moi de m'être défendu, même si elle a honte de ce que son fils est devenu. Ces appels signifient plus qu'elle ne le sait. Quant à moi, j'ai tout reconstruit. Pas rapidement, pas parfaitement. Mais honnêtement. J'ai un nouvel appartement maintenant. Un avec des meubles que j'ai rachetés, des serrures que je contrôle seul, et un poste de travail meilleur que celui qu'ils ont vendu. Mon entreprise de design s'est rétablie. J'ai des clients qui me font confiance, des amis qui se sont manifestés, et une copie encadrée de l'unique photo d'enfant scannée que j'ai encore. Je n'ai jamais récupéré le médaillon. Je n'ai jamais récupéré les lettres. Certaines pertes ne sont pas réparées, simplement parce qu'un tribunal reconnaît que vous avez été lésé. Mais j'ai appris quelque chose d'important, et j'espère que quiconque écoute le comprendra aussi. La famille n'est pas un laissez-passer pour trahir quelqu'un. Le pardon n'est pas quelque chose que les autres peuvent exiger, parce que la responsabilisation les met mal à l'aise. Et la justice ne ressemble pas toujours à des cris ou à de
la vengeance dans la rue. Parfois, la justice ressemble à des documents, de la patience, des limites, et le refus de laisser les gens réécrire le mal qu'ils ont causé. Mes parents voulaient que je disparaisse, afin qu'ils puissent garder leur maison, leur image, et leur histoire parfaite. Au lieu de cela, la vérité leur a tout pris. Je ne le regrette pas. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai exposé ceux qui étaient déjà pourris en elle. Et si quelqu'un utilise un jour le mot « famille » pour voler votre paix, votre travail, vos souvenirs ou votre avenir, demandez-vous ceci. Pardonneriez-vous aveuglément juste pour que tout le monde soit à l'aise? Ou vous lèveriez-vous et les feriez-vous affronter la vérité?